موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. Le président de la République quitte Washington en direction de la Guinée équatoriale pour participer aux travaux de la 7e session semestrielle de coordination de l'Union africaine. Le président de la République rencontre à Washington les représentants de notre communauté résidente aux États-Unis d'Amérique et réaffirme sa volonté de renforcer les liens de communication avec eux. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la préparation et du suivi de la saison des pluies, ainsi qu'une autre réunion de la Fédération nationale du commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. 3e jour de la visite de travail du président de la République à Washington, marqué par plusieurs activités sur lesquelles nous lèverons le voile après cette transition. Ce soir, le président quitte Washington pour Malabo, en Guinée équatoriale, où il participera à une réunion de l'Union africaine. Son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, s'est rendu ce soir donc à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, pour participer aux travaux de la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine. Son Excellence le président de la République a achevé une visite officielle à Washington qui a duré 4 jours, durant lesquels il a rencontré son homologue américain, M. Donald Trump, à la Maison-Blanche, ainsi que plusieurs personnalités gouvernementales et acteurs économiques américains. Son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a exprimé aujourd'hui dans un tweet sur la plateforme X sa joie de sa visite aux États-Unis et de sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Voici le texte du message. « J'ai été heureux de visiter les États-Unis d'Amérique et de rencontrer son Excellence le président Donald Trump. Nos discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers secteurs et l'exploration d'opportunités prometteuses pour développer les partenariats d'investissement et commerciaux entre nos deux pays. » Son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a également exprimé aujourd'hui dans un tweet sur la plateforme X, sa satisfaction de la rencontre avec les représentants de notre communauté aux États-Unis. Voici le texte du message. Soucieux de rester en contact avec les enfants de la patrie à l'étranger, j'ai été heureux de rencontrer les représentants des bureaux de nos communautés et des groupes de jeunes aux États-Unis. Cette rencontre a été une occasion d'échanger des idées, de traiter les préoccupations, propositions et aspirations de nos compatriotes expatriés. Son Excellence le président de la République a ouvert la rencontre par un mot de bienvenue dans lequel il a exprimé sa considération et sa fierté à l'égard des membres de la diaspora mauritanienne à l'étranger, saluant leur rôle positif dans la représentation du pays et leur soutien aux efforts de développement. Il a également affirmé son attachement personnel à renforcer les ponts de communication avec eux et à écouter leurs problèmes et aspirations. La parole a ensuite été donnée à tous les membres de la communauté présents, chacun ayant présenté une intervention exposant les principales préoccupations auxquelles la communauté est confrontée, notamment en matière de séjour, d'éducation et d'amélioration des services consulaires. Les intervenants ont également proposé un ensemble de suggestions concrètes visant à améliorer leurs conditions et à renforcer leurs liens avec la patrie.
Dans un geste illustrant une approche d'ouverture et d'écoute, Son Excellence le Président de la République a donné instruction d'associer un groupe de membres de la communauté qui organisait un sit-in à l'extérieur du lieu de la rencontre. Ils ont ainsi été invités à entrer, à participer au dialogue et à exprimer librement leur point de vue. Dans ce contexte, le Président de la République a souligné que toutes les voix sont respectées et entendues et que l'État tient à traiter les questions soulevées dans un esprit de compréhension et de responsabilité. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de dialogue sérieux et constructif et s'est conclue par une série de recommandations et de mesures traduisant l'interaction du Président de la République avec les aspirations de notre communauté à l'étranger. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould-Khaled, a signé aujourd'hui à Washington un mémorandum d'entente avec l'organisation Audi Global, dont le siège se trouve à Washington, et ce, en marge de la visite de Son Excellence, le Président de la République aux États-Unis d'Amérique. Le mémorandum d'entente prévoit le transfert d'expertise, la fourniture de conseils, ainsi qu'une coopération stratégique dans le domaine de la gouvernance du secteur de l'énergie. Il vise également à soutenir le processus d'électrification en Mauritanie dans le cadre de l'initiative Mission 300 qui ambitionne de faire bénéficier 300 millions d'Africains de services d'électricité et de contribuer à accélérer l'accès universel à l'électricité en Mauritanie à l'horizon 2030. Le programme M300 a été approuvé lors du sommet africain de l'énergie présidé par Son Excellence le Président de la République durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Ce sommet s'est tenu début 2025 à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. La directrice exécutive de l'organisation Audi Global à Washington, Madame Elizabeth Campbell, a déclaré qu'il s'agit d'un partenariat exceptionnel d'une durée de 2 ans, au cours duquel l'organisation collaborera pleinement avec le gouvernement pour atteindre les objectifs de l'initiative durant la phase à venir. La cérémonie de signature du mémorandum s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Lebbour, ainsi que de son Excellence l'ambassadrice Sisem Cheikh Ould-Bouaïd, ambassadrice de notre pays auprès des États-Unis d'Amérique. Après donc la signature, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a fait une déclaration dans laquelle il a expliqué l'importance de ce protocole d'accord et son rôle dans le renforcement de la coopération avec l'organisation Audi Global. Et pour mieux éclairer ce sujet, nous recevons aujourd'hui le directeur général des financements de la coopération et de la coopération économique au ministère de l'Économie et des Finances, M. Mohamed Salem Ould-Nani. Monsieur, bienvenue à vous, cher invité. Merci. La visite de Son Excellence, le Président de la République aux États-Unis d'Amérique, a abouti à la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente au profit de notre pays. Alors, comment ces résultats peuvent-ils poser les bases d'un avenir prometteur pour les relations mauritano-américaines? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim. Merci beaucoup pour cette invitation et permettez-moi tout d'abord également de revenir sur le remerciement à votre auguste chaîne d'information et pour cette opportunité qui m'est offerte pour revenir sur les volets et les aspects économiques et stratégiques de la visite de Son Excellence le Président de la République à Washington où il a rencontré le président des États-Unis d'Amérique et il a participé également à ce sommet avec des chefs d'État africains. Donc je disais que je me permettrai de revenir sur l'aspect économique et ô combien stratégique de cette visite, car cette visite a permis de nouer de partenariats
et des dialogues stratégiques entre les États-Unis d'Amérique et notre pays. Son Excellence le Président de la République a saisi cette occasion pour réaffirmer et réitérer l'engagement et l'attachement de la Mauritanie au dialogue, à la coopération internationale et au partenariat stratégique gagnant-gagnant. Un autre moment fort également de cette visite a été indéniablement la table ronde de haut niveau, la table ronde économique organisée par la Chambre de commerce américaine où a été rehaussé par la présence de son Excellence le Président de la République et la participation des grands groupes américains dans des secteurs multiples et variés, notamment l'énergie, l'agriculture, l'hydrogène vert, les mines. Et donc cette table ronde a été une plateforme stratégique et une occasion pour présenter les opportunités d'investissement en Mauritanie et la vision de son Excellence le Président de la République de faire de la Mauritanie la destination de choix pour les investisseurs étrangers. On est revenu pendant cette table ronde sur des présentations sur le climat des affaires, sur les opportunités d'investissement et cette table ronde a été marquée par les discussions sur des contrats, sur des mémorandums d'entente, des MOU, dont on vient de voir une signature avec le ministère de l'Énergie en présence du ministère de l'Économie et des Finances sur l'accompagnement pour la mission M300 pour l'accès à une énergie de 300 millions d'Africains pour l'accès à l'énergie. Également, cette table ronde a été également l'occasion d'avancer sur des contrats stratégiques entre des groupes du secteur privé américain et avec le secteur privé mauritanien, puisque le secteur privé mauritanien a été également convié à cette table ronde, ce qui marque toute la confiance que le gouvernement a dans son secteur privé et pour les entreprises et les opérateurs économiques mauritaniens. Et d'un point de vue économique, quelle est votre évaluation, vous l'économiste, des perspectives de coopération économique entre la Mauritanie et les États-Unis à la lumière des potentialités économiques et des opportunités d'investissement qu'offre notre pays, que le chef de l'État a si bien dit devant Donald Trump? Très bien, merci beaucoup pour cette question. En fait, les relations économiques entre les États-Unis d'Amérique et notre pays entrent dans une perspective et un tournant nouveau, une perspective positive et une perspective stratégique. Parce que le dialogue est désormais au plus haut niveau stratégique. Et cela se traduit par l'intérêt porté par les investisseurs américains, se traduit également par les contacts déjà établis en cours de cette visite et l'intérêt porté par le secteur privé et les groupes et les entreprises américaines. Ceci vient comme résultante d'un processus et d'une trajectoire de réformes économiques et financières. Et ces réformes sont des réformes structurantes et ce processus a été entamé par le gouvernement et a été salué dernièrement avec le rapport du FMI qui a été très clair et limpide en la matière parce qu'il a déclaré que la situation économique mauritanienne présente des performances qui sont à saluer. Une croissance économique en 2024 de 5,2 et une inflation maîtrisée et un désendettement maîtrisé également et le niveau de la dette publique est passé d'un niveau élevé à un niveau modéré. Ceci, conjugué avec le climat d'affaires
et avec de nouveaux codes d'investissement qui viennent d'être adoptés, avec la nouvelle loi des PPP et avec le budget programme et avec de relations avec le FMI et nos partenaires techniques et financiers, ceci donne des prémices et des jalons d'un partenariat stratégique et une attractivité qui est claire aujourd'hui pour les investissements américains et pour les groupes américains et pour les investissements directs étrangers. Encore une fois, cette rencontre et cette table ronde illustrent parfaitement la vision de son Excellence le Président de la République, la vision du gouvernement, de faire de la Mauritanie une destination de choix pour les investissements directs étrangers et de faire de la Mauritanie une destination pour les investissements durables et bénéfiques et inscrire notre pays sur une trajectoire de croissance accélérée, de prospérité partagée, mais également faire bénéficier la Mauritanie de ces débats et de cette orientation stratégique pour son rayonnement international sur la scène internationale et dans les forats internationaux. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Salem Oulenani. Vous êtes le directeur général des financements et de la coopération économique au ministère de l'économie et des finances. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous concluons donc cette séquence spéciale consacrée à la visite du président aux États-Unis d'Amérique et nous retournons au pays où le Premier ministre a réuni les acteurs économiques pour poursuivre les efforts de stabilisation et de développement. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jai, a présidé aujourd'hui au Premier ministère une réunion de la Fédération nationale du commerce en présence du président de l'Union nationale des employeurs mauritaniens, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain El Abidine, ou le Cheikh Ahmed. Le Premier ministre a souligné que cette réunion s'inscrit dans la mise en œuvre des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh Razouani, qui préconise de rencontrer les différentes composantes du secteur privé, d'écouter les problèmes soulevés et leur vision de solution. Le Premier ministre a remercié la Fédération nationale des commerçants pour le respect des accords conclus avec elle, lesquels ont abouti à une stabilité des prix et à une abondance des produits de première nécessité, notamment durant le mois béni de Ramadan cette année, marqué par une offre abondante et une absence de fluctuation des prix. Après avoir écouté les problèmes et demandes présentées par la Fédération, le Premier ministre a exposé les perspectives stratégiques adoptées par le gouvernement sous les instructions de son Excellence le Président de la République à court et moyen terme qui permettront de résoudre la plupart des problèmes soulevés. Son Excellence le Premier ministre a indiqué la volonté et la détermination du gouvernement à répondre de manière positive et immédiate aux problèmes exposés selon une vision claire visant à satisfaire d'abord les intérêts des citoyens mauritaniens et à répondre à la nécessité de créer un secteur privé organisé et fort. Le Premier ministre a donné des instructions au secteur compétent et aux services concernés pour engager un travail conjoint avec la Fédération afin de surmonter toutes les difficultés posées. La veille, il présidait une réunion clé de préparation à la saison des pluies, essentielle pour anticiper et limiter les risques après la présentation du rapport du comité technique
Concernant la répartition des rôles entre les secteurs, les aspects à renforcer à la lumière de l'expérience de l'année précédente, ainsi que les zones potentiellement les plus exposées aux effets des pluies, des crues et des inondations. Et après avoir entendu et discuté du niveau de préparation requis des différents secteurs impliqués et du partage des responsabilités, le Premier ministre a donné des instructions à tous les secteurs et parties concernées afin de combler les insuffisances en prévision des pertes éventuelles causées par les pluies et de réduire les impacts négatifs qu'elles pourraient engendrer. Le Premier ministre a également ordonné au comité technique de rester en session permanente pour suivre toute évolution pouvant survenir à tout moment et au comité ministériel de demeurer en état de préparation constante en fonction des besoins que pourrait imposer la situation. Dans un autre registre, l'Institut supérieur de langue anglaise célébrait hier soir la réussite de sa 7e promotion en présence du ministre de la Défense. L'Institut supérieur de langue anglaise a organisé hier soir une cérémonie de remise des diplômes pour sa 7e promotion après 3 années d'études académiques. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du chef d'état-major général des armées, ainsi que du directeur de l'Institut supérieur de langue anglaise. Le point avec Bokar Baylaba. L'Institut supérieur d'anglais a pour mission de promouvoir des programmes d'excellence pour les formations initiales et continues qui soient adaptés aux besoins des administrations publiques, des collectivités locales, des acteurs économiques et sociaux, garantissant la contribution à l'ouverture de la Mauritanie sur l'économie mondiale et la culture universelle. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed Val Raïs, a déclaré que la remise des diplômes de cette nouvelle promotion de la spécialité des études de communication internationale de l'Institut supérieur d'anglais est un événement qui incarne la vision du président de la République, chef suprême des armées, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à établir les fondements d'un système éducatif de haut niveau, répondant aux besoins du marché national et en harmonie avec les aspirations du pays en matière de localisation des connaissances et de suivi des développements dans les divers domaines scientifiques. Il a souligné que cette remise de diplôme couronne un parcours académique riche, fruit des efforts déployés pendant des années par le personnel encadrant de l'Institut, mais qu'elle constitue un début qui exige de redoubler d'efforts, de faire preuve d'initiative et d'être prêt à servir la patrie avec compétence et fierté. De son côté, le colonel Abdelrahman Oussidi Bedemel, directeur de l'Institut supérieur d'anglais, a déclaré que la remise des diplômes de cette promotion est conforme à la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, de construire un système éducatif moderne, basé sur la qualité et l'innovation, et capable de former des compétences nationales hautement qualifiées. Il a souligné que ces efforts s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique de l'Institut, visant à garantir la qualité de l'enseignement, adapter la formation aux besoins du marché du travail, et améliorer le niveau de performance académique. À son tour, le directeur des études à l'Institut, Taleb Bilal, a indiqué que ce moment que vit la promotion n'est pas seulement un moment de succès, mais une fierté avec laquelle ils élèvent la tête d'une constellation distinguée de professeurs et d'une administration éclairée. Le porte-parole du diplômé Brahim Doumès a déclaré que cette remise de diplôme marque la fin d'un parcours merveilleux et le début d'un nouveau parcours rempli de confiance et de connaissances grâce à l'Institut supérieur d'anglais, à travers lequel ils ont pu acquérir des compétences en communication et en technologie de l'information. Pour rappel, l'Institut supérieur d'anglais est placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Défense et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'établissement dispose d'un large éventail d'équipements de pointe et d'une équipe d'enseignants spécialisés et hautement qualifiés, garantissant ainsi une large base d'expertise et de connaissances.
Sur le plan sanitaire, le ministre de la Santé a supervisé la réception de moustiquaires imprégnés, une arme essentielle contre le paludisme. Le ministre de la Santé a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la réception du premier lot de moustiquaires imprégnés à longue durée offerte par la République populaire de Chine. Ces moustiquaires contribueront à lutter contre la fièvre du paludisme durant la saison des pluies. Yedalifal. Lors de la cérémonie, le ministre de la Santé, accompagné de l'ambassadeur de Chine, a donné le coup d'envoi de la campagne de distribution des moustiquaires dont bénéficieront lors de cette première phase 8 wilayas identifiés comme les plus exposés au paludisme. Dans son discours, le ministre a indiqué que cette première tranche de soutien offerte par la République populaire de Chine, amie dans le cadre de la lutte contre le paludisme, sera suivie d'une livraison prévue pour le 15 juillet portant le total à 900 000 moustiquaires. Il a souligné que ce soutien reflète la profondeur des relations historiques, d'amitié et de coopération entre les deux pays, dans tous les domaines et particulièrement dans le secteur de la santé. Le ministre a ajouté que cela arrive à un moment crucial alors que le pays se prépare à mettre en œuvre un plan national intégré de lutte contre le paludisme basé sur la prévention, la préparation et la réponse rapide, notamment face à la forte augmentation des cas enregistrés ces derniers trimestres de l'année passée. Dans ce cadre, un plan de distribution précoce et ciblé des moustiquaires a été élaboré, ciblant les 8 wilayas les plus vulnérables à la transmission du paludisme. Le ministre a expliqué que cette intervention préventive s'inscrit pleinement dans le programme Mon Ambition pour la nation de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui fait de la santé un pilier fondamental pour le développement du capital humain et la promotion de la justice sociale. Le ministre a également mis en lumière les solides relations unissent les deux pays. De son côté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, M. Zhang Zongdong, a expliqué que les entreprises chinoises se sont engagées à respecter les normes strictes et à accélérer la production afin de finaliser ce premier lot parmi 900 000 moustiquaires. Il a ajouté que durant les 60 dernières années, sous la direction stratégique des deux pays, les relations sino-mauritaniennes ont connu un développement important, devenant plus fortes. L'ambassadeur a souligné que cette relation n'a cessé de croître et de se consolider grâce à la volonté des dirigeants des deux pays, produisant d'importants résultats bénéfiques pour les deux nations, témoignant de la profondeur et de la pérennité de ces liens à travers le temps. Le ministre de l'Agriculture a quant à lui fait le point sur la campagne de récolte et les projets d'irrigation dans la région du Trarza. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté a achevé ce matin depuis la ville d'Orchiz sa visite dans la région du Trarza. Cette visite a permis de constater le déroulement de la récolte du riz ainsi que le niveau d'avancement de certains projets importants dans les domaines de la réhabilitation et de l'irrigation agricole. Le point avec Yedalifal toujours. Le ministre de l'Agriculture et de l'Autosuffisance alimentaire a entamé une tournée de terrain dans la wilaya du Trarza, débutant par la localité d'Erqewat où il s'est rendu dans les rizières pour observer de près les différentes étapes de la culture du riz, pilier stratégique de l'économie agricole nationale. À Tambel, il a marqué un arrêt sur le principal canal d'irrigation, infrastructure vitale qui alimente quelques 8000 hectares de terres agricoles. Sur place, les responsables techniques lui ont présenté un exposé détaillé sur le fonctionnement du système hydraulique, ses capacités et les défis auxquels il fait face. La visite s'est poursuivie à Arquiz, une autre zone rizicole majeure. Le ministre a inspecté plusieurs exploitations. À cette occasion, le maire d'Arquiz a salué l'attention constante que les hautes autorités accordent au secteur agricole. La présence du ministre témoigne de l'engagement de l'État à soutenir les producteurs locaux et à renforcer la souveraineté alimentaire, a-t-il déclaré, ajoutant que 6 000 hectares sont actuellement cultivés dans la commune. Le ministre a également visité le périmètre agricole de Bakhteri Djek, une zone emblématique par son caractère novateur. Ce site est exploité par de jeunes diplômés des universités de Nouakchott qui ont fait le pari audacieux de se lancer dans l'agriculture moderne. Plus aussi, dans la plaine d'Ompourier, s'étendant sur 3500 hectares, le ministre a pu constater les efforts entrepris pour accroître les rendements et moderniser les techniques de culture. La tournée ministérielle s'est achevée à Rosso, capitale régionale du Trarza, où le ministre a visité 3 usines de décortiquage de riz. Ces unités industrielles jouent un rôle clé dans la chaîne de valeur agricole. Elles permettent non seulement de transformer la production locale, mais aussi de créer des emplois et de stimuler l'économie régionale.
Du côté des infrastructures, un accord bilatéral de transport avec le Sénégal a été officialisé, renforçant les échanges commerciaux entre nos deux pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports ainsi que son homologue sénégalais ont annoncé ce matin depuis la ville de Rosso l'entrée en vigueur de l'accord de transport de personnes et de marchandises entre les deux pays frères. Cet accord vise à accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux parties et à renforcer la liaison entre les deux rives. Bokar Boylaba. L'entrée en vigueur de cet accord relatif au transport terrestre des personnes et des marchandises entre la Mauritanie et le Sénégal va déclencher une nouvelle dynamique pour améliorer le climat des affaires, encourager les transactions commerciales et élargir le cercle des interactions humaines. En d'autres termes, cet accord supprime le principe du déchargement des marchandises à la frontière. Cette convention traduit fidèlement la vision ambitieuse partagée par les dirigeants de nos deux pays, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Une vision orientée vers la facilitation de la circulation des personnes et des biens, la levée des barrières entravant l'intégration économique et sociale au service des intérêts des deux peuples frères et en harmonie avec les exigences de développement durable sur les deux rives du fleuve. Cette avancée s'inscrit dans la priorité absolue accordée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux relations de notre pays avec ses voisins, en particulier avec la République sœur du Sénégal, une orientation constante que le gouvernement dirigé par son Excellence M. le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye s'emploie à concrétiser sur le terrain à travers le renforcement de la coopération et l'approfondissement de l'intégration. Nous sommes convaincus que l'entrée en vigueur de cette convention, accompagnée de mesures pratiques facilitant le passage, générera une dynamique nouvelle en faveur de l'amélioration du climat des affaires, de la stimulation des échanges commerciaux et de l'élargissement des interactions humaines. Pour l'État sénégalais, la mobilité et les déplacements n'ont jamais été une exception dans la région, mais qu'ils sont plutôt une caractéristique inhérente des populations des deux pays. Nous, ministres en charge des transports, représentant les gouvernements des deux pays, actons solennellement aujourd'hui, 11 juillet 2025, la fin de cette entrave aux échanges. Désormais, plus aucun transporteur mauritanien ne sera contraint de décharger ses marchandises ou les personnes transportées parce qu'il entre en territoire sénégalais. Inversement, aucun transporteur sénégalais ne sera contraint de décharger ses marchandises ou les personnes transportées parce qu'il entre en territoire mauritanien. Nos acteurs économiques, notamment du transport, pourront exercer désormais librement leurs activités dans le strict respect, je dis bien dans le strict respect, des dispositions de l'accord de transport routier inter-État que nous voulons désormais appliquer effectivement et dans leur plénitude. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Rosso, Bamba Ould Rahman, qui a exprimé sa satisfaction pour cette étape importante qui s'inscrit dans le cadre du souci des dirigeants des deux pays de renforcer les relations de coopération dans plusieurs domaines. Le président de la Fédération nationale des transports, Mohamed El-Sidi, a déclaré que cet accord protège les intérêts des transporteurs, puisqu'un comité technique a été créé pour étudier les prix du transport de marchandises et de passagers. Et il a noté que cet accord offrira de nombreuses opportunités aux transporteurs. Au terme des allocutions, la délégation ministérielle est allée s'informer de l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Rosso. Justement, le pont de Rosso, au-delà de sa dimension symbolique de connectivité entre la Mauritanie et le Sénégal, représente une infrastructure socio-économique majeure, facilitant les échanges et la coopération transfrontalière.
Sur le front de l'environnement, une charte pour la protection et la gestion durable des ressources a été signée à Nouakchott. La ministre de l'Environnement a également remis aux secrétaires généraux des ministères et au wali de Nouakchott du matériel environnemental pour la gestion des déchets dans le cadre du programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchott. Sied Ali Fall. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messaouda Baham Mohamed Laqrab, a signé une charte d'engagement des administrations publiques pour la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable. Dans une allocution à cette occasion, la ministre a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, lancé par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, en décembre 2024. Elle a présenté les actions menées par son département ainsi que les composantes environnementales intégrées dans ce programme. Elle a indiqué que le ministère a obtenu des résultats satisfaisants dans le cadre de ce programme d'urgence, avec un taux de réalisation dépassant les 54%. Ce qui, a-t-elle dit, témoigne de la clarté de la trajectoire adoptée pour atteindre les objectifs fixés d'ici juin 2026. La ministre a également insisté sur le fait que les défis environnementaux actuels exigent de tous, institutions et citoyens, l'adoption de comportements et de pratiques responsables et durables, précisant que l'administration publique a un rôle central à jouer dans cette dynamique. Elle a mis en avant que la charte d'engagement signée aujourd'hui reflète cette volonté commune de transition vers une gouvernance publique verte et durable, fondée sur la rationalisation, le respect de l'environnement et l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques publiques. Et s'est ensuite présenté devant les équipements. Ces équipements comprennent des conteneurs de tri de déchets et des stations de mesure de la pollution de l'air destinés à 8 ministères afin d'améliorer les conditions de travail et de renforcer l'efficacité de la gestion des déchets au sein des institutions publiques. Elle a également remis des équipements environnementaux de gestion des déchets dans le cadre des programmes prioritaires de développement de la ville de Nouakchott aux secrétaires généraux des ministères concernés ainsi qu'au wali de Nouakchott. Dans le domaine économique, une nouvelle unité de formation dédiée aux finances publiques vient d'être inaugurée pour renforcer les capacités du ministère. C'est ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Godioro Moussa Nguenor, a inauguré ce vendredi matin au siège du ministère à Nouakchott une unité de formation dans le domaine des finances publiques. Cette unité créée avec le soutien du Trésor français et encadrée par l'Expertise France permettra de renforcer les compétences des agents du ministère en matière de renforcement des capacités et de mise en œuvre des réformes financières. Bokar Baylaba. Cette unité renforcera les capacités des employés du ministère dans la mise en œuvre des réformes dans le domaine des finances publiques. Elle est financée par la Direction générale du Trésor français et mise en œuvre par Expertise France. Dans le discours prononcé à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Godioro Moussa Nguenor, a indiqué que l'inauguration de cette unité de formation constitue la première étape de la création prochaine de l'Institut des finances publiques. Et il a indiqué que le département est engagé vers la digitalisation progressive de son offre de formation à travers les visioconférences et le e-learning. Ainsi, la création de cette unité de formation en finances publiques répond à un double enjeu: offrir à tous les acteurs du secteur public les connaissances et méthodologies indispensables pour optimiser la mobilisation et l'utilisation des ressources publiques. La mise à disposition d'une salle de formation permettra en ce sens aux fonctionnaires du ministère du Budget de bénéficier de façon continue de formations de haut niveau. En effet, la création de cette unité de formation en finances publiques répond à un double enjeu. D'une part, offrir à tous les acteurs du secteur public, du technicien de terrain aux décideurs de haut niveau, les connaissances et méthodologies indispensables pour optimiser la mobilisation et l'utilisation des ressources publiques. D'autre part, favoriser l'appropriation durable des bonnes pratiques par le biais de formations pratiques, interactives et tournées vers l'avenir. Cette démarche a déjà conduit au succès des candidats admis à l'École nationale des finances publiques et à l'École nationale des douanes, dont les lauréats ont été mis à l'honneur il y a quelques semaines. A noter que la Mauritanie accueillera en 2027 la 9e conférence des instituts des finances publiques d'Afrique, du Moyen-Orient et des Caraïbes.
Toujours à Nouakchott, la journée mondiale de la population a été lancée, mettant cette année l'accent sur l'autonomisation des jeunes. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, M. Godioro Moussanguenor, a présidé ce matin à Nouakchott le lancement des activités commémorant la journée mondiale de la population. La journée mondiale de la population est organisée cette année sous le thème « Autonomiser les jeunes pour qu'ils fondent la famille qu'ils souhaitent dans un monde juste et porteur d'espoir », avec pour objectif de mettre en lumière l'importance de soutenir la jeunesse et de créer des conditions favorables pour construire un avenir prometteur. Dans son discours à cette occasion, le ministre a déclaré que la stratégie nationale pour la jeunesse 2024-2030 vise à garantir à tous les jeunes l'accès aux ressources et aux capacités nécessaires pour assurer leur bien-être, participer activement à la vie publique et contribuer au renforcement du développement national en appui à des institutions professionnelles inclusives. Enfin, la capitale a récemment accueilli la clôture de la 3e édition du Festival international du cinéma et des droits de l'homme, dédié cette fois aux droits de l'enfant. Cet événement culturel majeur a réuni cinéastes, militants et passionnés autour d'une programmation riche et engagée. Pour cette édition, le festival a choisi de mettre en lumière les questions relatives aux droits de l'enfant, abordant à travers des films, des débats et des ateliers les défis auxquels les enfants sont confrontés à travers le monde. L'objectif principal a été de sensibiliser le public aux problématiques souvent méconnues ou ignorées, en donnant la parole aux plus vulnérables et en promouvant leur protection et leur bien-être. Cette approche a permis d'ouvrir un espace de réflexion et d'échange important, soulignant le rôle essentiel du cinéma comme vecteur de changement social. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République quitte Washington en direction de la Guinée équatoriale pour participer aux travaux de la 7e réunion semestrielle de coordination de l'Union africaine. Le président de la République rencontre à Washington les représentants de notre communauté résidente aux États-Unis d'Amérique et réaffirme sa volonté de renforcer les liens de communication avec eux. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de la préparation et du suivi de la saison des pluies, ainsi qu'une autre réunion de la Fédération nationale du commerce. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.